Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoForce, cette actualité crypto donc numéro 72. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et une bonne semaine. Donc écoutez les amis, aujourd'hui on va parler comme d'habitude des projets crypto. Donc on va faire le point, la mise à jour de VeChain, de Ultra avec la crypto-monnaie UOS, mais également de VV Digital Collectible, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait le point et on n'a pas regardé les statistiques ensemble de ce projet. Et bien sûr, on parlera également du Bitcoin, puisque comme vous le savez, je fais le point sur le Bitcoin depuis le halving. Voilà. Et donc, le programme ensuite, en fin de vidéo, sera comme d'habitude, sera l'actualité crypto plus générale, mais également l'actualité économique, et notamment pour la France, il y a pas mal de choses à dire, mais également outre-Atlantique, là, aux États-Unis, ça part un peu en cacahuète au niveau des banques, donc on va voir tout ça. Et puis sinon, bah écoutez, voilà, je crois que je vous ai tout dit pour l'introduction, et puis on va y aller. Allez, c'est parti. Là, j'ai un tweet de Whale Panda qui fait référence, vous voyez, aux dernières mises à jour sur les chiffres des ETF Bitcoin spot entrant et sortant. Et regardez, donc au 26 avril, on a rien qui se passe en fait. On a que des flux même sortants sur 3 jours. Donc regardez, du 24 avril 25 et 26, même BlackRock et vous voyez avec son EBIT, comme ils appellent ça, leur nom pour leurs ETF Bitcoin Spot, eh bien tout est nul sur 3 jours consécutifs. Donc là, c'est assez inquiétant pour BlackRock, et moi je dis c'est peut-être même une bonne chose et je l'assume clairement parce que derrière, on sait très bien que les gestionnaires d'actifs eh bien, essayent de capter un maximum de Bitcoin pour quelque part détourner l'aspect décentralisé du Bitcoin. Donc peut-être que là, nous sommes dans une phase où tous les investisseurs qui justement souhaitaient vraiment passer par ce genre d'institutionnel pour acheter des bitcoins, eh bien, ont déjà eu leur compte, si je puis dire. Et donc maintenant, il ne reste que le reste, c'est-à-dire les investisseurs particuliers ou ceux qui ont compris la vraie philosophie du bitcoin, c'est-à-dire d'acheter du vrai bitcoin sans passer par ce genre de gestionnaire d'actifs qui dénature la philosophie même du bitcoin. Enfin voilà, donc on voit que là, nous sommes tout à fait, et quels que soient les gestionnaires d'actifs, dans une tendance où les ETF Bitcoin Spot ne sont plus du tout attractifs, du moins aux États-Unis. Ça, c'est sûr et certain. Après, on verra bien évidemment quelle sera la tendance quand les prix du Bitcoin vont repartir à la hausse durant le bull run. Donc, on va passer désormais à un article, notamment un article de journalducoin.com. Hong Kong se prépare à lancer ses ETF Bitcoin et Ethereum le 30 avril prochain. Donc la semaine dernière, j'avais déjà confirmé effectivement que les ETF, donc Ethereum et également Bitcoin, avaient été acceptés donc à Hong Kong et désormais c'est officiel. On a une date de lancement au 30 avril, c'est-à-dire dans quelques jours. Donc on voit bien que là, ça y est, la concurrence devient rude pour désormais donc BlackRock et compagnie et que les gestionnaires d'actifs asiatiques vont désormais se lancer sur les ETF, Bitcoin et Ethereum, un spot pour le meilleur et pour le pire, bien évidemment, pour la nature et la philosophie du Bitcoin derrière. Bon, ensuite, je continue avec les nouvelles sur le Bitcoin. Donc, là, un article de cointribune.com. La Banque nationale suisse expose les faiblesses du Bitcoin. Donc là, on voit que on a quand même un monde encore et un schisme toujours présent malgré tout, même s'il est de moins en moins fort, entre les banques, les institutionnels et surtout les banques centrales et également tout ce qui est l'aspect crypto-monnaie et Bitcoin. Et donc là, l'argument en fait du président de la Banque nationale de Suisse qui est là depuis 2012, donc qui a forcément constaté l'évolution des prix du Bitcoin par rapport à l'or, parce que je rappelle que la Banque nationale de Suisse est la banque centrale qui a le plus d'or au monde, ou du moins qui est une des plus grandes détentrices d'or au monde. Et quand on sait que quand on voit l'évolution de la courbe de l'or par rapport au Bitcoin, il n'y a pas photo, le Bitcoin explose largement les performances par rapport à l'or. Bon, peu importe, en tout cas, pour le président de la Banque nationale de Suisse, le Bitcoin représente beaucoup plus de risques que l'or sur cet aspect-là. Donc après, libre à vous de faire votre propre avis là-dessus, mais c'est la raison principale pour laquelle la Banque nationale de Suisse considère que le Bitcoin n'est pas une valeur. Bon, donc
Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette position-là parce qu'on voit que le Bitcoin, justement, respecte de plus en plus et se calque de plus en plus sur une valeur refuge au même titre que l'or physique. C'est bien pour cette raison qu'on appelle le Bitcoin l'or numérique par analogie avec le comportement de l'or physique. Mais bon, après, c'est visiblement pas le cas de l'avis de la Banque nationale de Suisse. Donc, on verra bien évidemment si l'avenir donne raison à la Banque nationale de Suisse ou aux personnes aux bitcoiners et aux bitcoin maximalistes. Bon, donc je continue. Cette fois, j'ai fini. Donc, pour le bitcoin, je vais passer au prochain projet, c'est-à-dire VeChain. Donc là, regardez, il y a des nouvelles assez sympas, hein, bien évidemment, sur l'aspect vision du VeChain, puisque là, on a un tweet de la fondation VeChain qui fait référence simplement à notre tweet de la NASA. Et donc, ce tweet de la NASA est vraiment intéressant parce que il présente, donc après, je ne vais pas vous passer la vidéo parce qu'elle dure 7 minutes, donc bon, on n'a pas que ça à faire, mais pour vous résumer la chose, c'est tout simplement un employé, donc un ingénieur qui fait partie de la NASA qui présente un nouveau système quelque part de recyclage, mais plutôt développé, hein, qui permet, comme le dit le tweet de la NASA, de convertir tout ce qui est le gaspillage en ressources vitales. C'est écrit ici. Et donc, eh bien forcément, VeChain a rebondi là-dessus parce qu'avec, vous savez, la vision de VeChain, c'est de mettre en place la traçabilité au service justement de tout ce qui est donc la blockchain, tout ce qui est l'économie circulaire, hein, et de mettre en avant également tout ce qui est l'anti-gaspillage et la traçabilité des informations, la qualité des informations, etc. Pour améliorer le quotidien et mettre en place des solutions réelles aux problèmes réels. Donc, avec, vous savez, tout l'aspect de transition énergétique, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, hein, dans la transition énergétique, parce qu'ils veulent mettre désormais les taxes carbone, notamment en Europe. Bon, donc ça fait partie des points très négatifs. Comme d'habitude, on va se faire, c'est nous les citoyens qui allons prendre plein la figure et qui allons payer leur transition énergétique. Mais par contre, il y a des bonnes choses, comme l'aspect terre à terre des choses, c'est-à-dire toutes nos ordures. Si on arrive à les capitaliser, c'est-à-dire à les recycler comme il faut, eh bien forcément, on aurait des ressources qui seraient optimisées, hein, sur Terre, vu qu'on est de plus en plus nombreux. Et donc là, c'est vraiment le cas, par exemple, de VeChain, qui fait référence donc à cette sorte de nouvelle technologie de la part de la NASA, ou en tout cas nouveau fer de lance de vision, si je puis dire. Et donc avec ça, eh bien, VeChain dit de la NASA jusqu'au Boston Consulting Group, donc l'entreprise, qui est en partenariat, hein, je rappelle, et qui a coécrit le white paper de tout ce qui est l'aspect de VeChain et de traçabilité pour le VeChain, et bien désormais ils veulent mettre en place justement l'optimisation et l'anti-gaspillage sur Terre. Donc on voit bien que derrière, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura la blockchain et des technologies comme VeChain, et donc s'inscrit parfaitement dans le narratif là, du Real World Asset. C'est pour ça que je vous le mets en avant, c'est très intéressant, c'est que là on a quand même un narratif extrêmement puissant qui est porté non pas seulement par VeChain, mais en fait par toutes les très grosses entreprises et organisations à l'échelle mondiale. Et donc c'est pour ça que le RWA, c'est quelque chose, à mon sens, là je vous donne mon avis personnel, qui va exploser, hein, au même titre que l'intelligence artificielle. Simplement parce que ça devient indispensable pour, au final, pour notre évolution, hein. Bon. Allez, je continue pour le VeChain. Donc, toujours un aspect justement de RWA. Et bien là, VeChain a tout à fait compris qu'ils ont intérêt à jouer la communication là-dessus, puisqu'ils font un autre tweet, hein, comme vous voyez ici, où ils font référence à donc DigiCard Key Services, qui est vraiment un partenaire de VeChain et également un constructeur, hein, si je puis dire, une entreprise qui permet de faciliter tout ce qui est l'aspect du digital avec les puces NFC, etc. pour justement les NFC tags, comme c'est écrit ici, pour justement faire le lien entre le physique et l'aspect virtuel des choses pour créer en fait les NFT. Tout simplement. Donc, VeChain se base sur en fait la technologie de DigiCard pour beaucoup de choses et donc fait référence justement à l'approche du RWA, hein, parce que ça fait très longtemps en fait que VeChain est inscrit dans ce narratif à travers justement ces technologies. Et donc ils disent ici également VET, donc la crypto-monnaie du VeChain, égale le RWA, donc Real World Asset, OG, c'est-à-dire un peu le roi, hein, du RWA. Après, comme c'est eux qui le disent, malheureusement c'est pas crédible.
Mais pour le coup, je suis plutôt d'accord là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses où VeChain est depuis très longtemps inscrit dans son narratif et avec quand même des grosses positions, des gros avantages. Et allez, dernière information pour le VeChain aujourd'hui. Donc là, j'ai un tweet de Lucas V, qui fait partie de la communauté, il me semble, hein, de VeChain et qui poste très souvent des nouvelles. Et donc là, fait référence au nouveau partenariat entre VeChain, Transac, mais également Gresini Racing. Donc je rappelle que Gresini Racing a mis en place, donc il n'y a pas longtemps, sur justement une marketplace du VeChain, tout ce qui est l'aspect des NFT en lien avec donc les motos, hein, donc de course de la team Gresini. Voilà. Et donc dans ce cadre-là, on a un nouveau partenariat cette fois avec Transac. Et Transac, donc si vous ne savez pas ce que c'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est les paiements, donc à l'échelle fournisseur de paiement, hein, à l'échelle mondiale. Et notamment, Transac là, va, dans ce cadre-là, dans ce partenariat, assurer donc, le fournisseur de paiement des monnaies fiat vis-à-vis des NFT sur la plateforme donc, du Gresini Racing. Ça veut dire que les utilisateurs qui veulent acheter un NFT donc de Gresini, une moto en général, hein, sous forme de NFT, eh bien, pourront payer directement en monnaie fiat et n'auront pas besoin de le faire en crypto-monnaie. Donc là, on entre dans un nouveau cadre où on voit que l'adoption de masse est proche, hein, puisque si on arrive à juste avec une carte bancaire, aller directement payer son NFT et avoir quelque chose en lien avec la blockchain, eh bien forcément, ça va faciliter absolument toutes les transactions, plutôt que de devoir d'abord payer ses crypto-monnaies sur une plateforme exchange, ensuite convertir, enfin, à droite, à gauche, sa crypto-monnaie compatible avec la blockchain sur laquelle se trouvent les NFT. Enfin voilà, je laisse imaginer le délire comme on a tous connu qu'on a voulu acheter un NFT dans les années précédentes. Bref. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle ce qui se passe pour le VeChain et surtout, je continue cette fois avec les statistiques du VeChain, de l'écosystème et regardez donc là rien que sur le nombre de comptes hein, qui sont en évolution, c'est-à-dire le nombre de holders qui détiennent un wallet sur l'écosystème du VeChain, bien regardez, nous avons atteint les 3 317 000 adresses connues sur l'écosystème du VeChain et donc ça représente tout simplement une énorme augmentation puisque regardez en 2023, même en début d'année 2023, nous étions, voilà, en janvier 2023, nous étions à 2 millions d'adresses connues. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un peu plus d'un an, nous avons tout simplement, VeChain a tout simplement connu plus d'un million de nouvelles adresses, de nouveaux holders sur son écosystème. Tout simplement incroyable. Et surtout que quand on se base il y a 3 ans à peine, hein, mais regardez, VeChain était encore à 1 million de holders. Donc là, ça fait péter les scores, hein, tout simplement, en l'espace de 3 ans, on a eu une multiplication par 3. Tout simplement. Donc, l'adoption est là, hein, clairement. Et qui dit adoption dit derrière, bien évidemment, hein, plein de choses. Bon, ce sera tout pour le VeChain aujourd'hui. Maintenant, je passe à VV Digital Collectibles. Et donc, ça fait un moment que je n'en ai pas parlé. Donc là, on a, ça y est, encore un nouveau événement là, de crafting, comme on dit hein, dans le milieu. Et donc là, on a tout simplement, on pourra acheter des figurines à partir donc du 28 avril, ou alors le système de craft va commencer le 28 avril, et c'est tout ce qui est en lien avec des figurines de Marvel, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, si vous avez ce genre de figurines en état propre, eh bien, vous pourrez les crafter en faisant passer vous savez, dans le film de symbiote de Venom. Et donc, ça vous donnera les mêmes figurines, mais qui seront transformées à partir du symbiote de Venom. Donc ça, je m'adresse à ceux qui connaissent un petit peu Venom, Marvel, etc. Mais en tout cas, voilà, il y aura un système où vous pourrez transformer vos NFT à partir de là. Donc pourquoi pas. Et ça, c'est à partir du 28 avril, c'est-à-dire aujourd'hui en fait. Bon, voilà. Et enfin, maintenant, je vais passer sur les statistiques, hein, le plus important, voir un petit peu comment ça évolue. Ça fait un petit moment en plus qu'on n'a pas parlé. Donc, sur l'espace d'un mois, donc regardez, les statistiques se portent toujours aussi bien, puisqu'on a quand même pas loin des 2 millions de dollars de chiffre d'affaires, hein, ce qui est énorme par mois pour une application, clairement. Donc, regardez un petit peu donc, les ventes en cours, qui sont parfaits les meilleures ventes. Donc là, vous avez une figurine de Black Panther
à 869 dollars. Donc Secretra, quand même assez phénoménal les prix quand on y pense. Là, on a tout simplement un comics de Spider-Man qui est à 579 dollars qui a été vendu à ce prix-là. Donc là aussi, on croit rêver. Mais bref, c'est comme ça. Donc maintenant, sur les transactions, on va voir un petit peu la tendance hein, pour VV Digital Collectibles. Donc on voit qu'on est plutôt sur une tendance, bon allez, on va dire, ça s'équilibre, mais il y a eu un pic quand même, on le voit bien, vers le 1er avril. Peut-être qu'il y avait des crafts, ou ça dépend des drops, bien évidemment. En tout cas, par rapport à la moyenne, c'est plutôt équilibré le nombre de transactions. Là, j'ai mis 90 jours et vous voyez qu'effectivement, c'est plutôt équilibré. Bref, enfin stabilisé en tout cas. Ensuite, pour tout ce qui est ça, c'est les transactions par rareté, on s'en fout. Et donc maintenant, voilà, les plus importants, c'est le chiffre d'affaires en fait de l'application VV sur 30 jours. Donc je vous l'ai dit, ça approche les 2 millions de dollars. Et en fait, on le voit, hein, ça dépend des jours, mais on est sur des bases où c'est soit du 30 000 dollars, et après ça passe quasiment les 200 000 dollars hein, sur les bons jours où il y a des drops. Donc là aussi, on voit que c'est plutôt stabilisé hein, si on prend une moyenne sur 90 jours. C'est toujours la même chose, mais bien évidemment, je vous rappelle que depuis le début, depuis le lancement de l'application VV, nous sommes dans une période quand même totalement décroissante, hein, comme on peut le voir ici, et qu'il ne reste plus que les utilisateurs vraiment convaincus de l'application qui l'utilisent, puisqu'on voit bien que là, il y a vraiment une baisse quand même du chiffre d'affaires hein, très très forte depuis le début, depuis 2022 apparemment, 2021-2022, ouais, c'est ça. Voilà. Ensuite, les portefeuilles actifs. Donc là aussi, on voit que c'est plutôt stable, mais qu'il y a eu un énorme pic ici. Donc au 12 avril 2024, sûrement lors d'un drop. Et sinon, bah, écoutez, c'est tout. Hein. On va arrêter pour aujourd'hui. Pour la cette fois avec Ultra, les amis. Donc notamment, ça fait là aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Donc c'est pour ça que je vous en profite pour rapidement vous faire le point là-dessus. Donc ça y est, Ultra a introduit un nouveau wallet donc qu'il appelle le Ultra Pro Wallet qui permet de générer vos propres clés privées hein, pour votre sécurité, mais également de manager plusieurs types de comptes, une meilleure transparence et une meilleure vie privée, si je puis dire, et également tout un autre panel d'avantages hein, qui permet de mieux gérer en fait votre compte Ultra, même vos comptes Ultra si vous voulez en avoir plusieurs. Plutôt sympa et surtout ce qui est intéressant c'est que ça y est, on a désormais la possibilité en fait de créer ou de mettre en place des tokens, donc des crypto-monnaies directement sur l'écosystème, la blockchain d'Ultra. Donc désormais, il n'y aura plus seulement le UOS, hein, la crypto-monnaie de la plateforme du projet Ultra, mais il y aura également la possibilité au fur et à mesure du temps eh bien, de voir arriver d'autres crypto-monnaies. Et donc là, c'est déjà le cas du USDT, le stablecoin, le Borg de la plateforme Swissborg et également le AGA et voir ETH également. Donc ça veut dire qu'avec le DEX construit par Ultra, hein, quelque part ou en partenariat avec des partenaires d'Ultra, eh bien vous aurez la possibilité de swapper, c'est-à-dire de convertir directement vos UOS en ETH, USDT, AGA ou Borg également. Voilà, donc l'écosystème hein, se construit, ça continue dans le bon sens. Et pour en revenir donc au cœur du sujet, vous savez que voilà, je vous balance un petit peu le planning du mois de mai pour les tournois de jeux. Et donc vous avez, donc je rappelle, hein, ça c'est tout gratuit, c'est-à-dire que l'inscription est gratuite. D'ailleurs, c'est dit ici, vous voyez, joignez gratuitement et bon, bah, faites la compétition pour partager un prix au total de 600 dollars. Et je rappelle que là, c'est 790 UOS. Mais quand on fait la conversion entre la valeur du UOS en monnaie fiat, eh bien, au total, ça représente à peu près 600 dollars de prix. Et il y aura également 38 collectibles uniques, c'est-à-dire des NFT, je rappelle. Bon, donc pourquoi pas? Voilà, donc là c'est très rapide, hein. Je vous ai fait la mise à jour sur ces projets. Sur le XRP, pour en revenir au XRP, il n'y a pas vraiment de nouvelles, si ce n'est que là jusqu'au 29 avril, normalement demain, on devrait avoir le retour, notamment de la SEC, par rapport donc au dossier, au document qu'a envoyé Ripple, notamment donc il y a quelques jours, c'est-à-dire je crois que c'était le 26, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas voilà, ça veut dire que là on voit vraiment que le dénouement, je pense, est proche.
du moins le dénouement entre les échanges de tirs, hein, parce que c'est ça, hein, c'est rien de moins que ça, entre la SEC et Ripple, eh bien, arrive à leur terme, hein, ou du moins sur le round final. Et qu'après, il y aura la juge, une fois que la SEC aura répondu le 29 avril normalement à Ripple, la juge devrait prendre une décision finale, ou alors Ripple devrait encore avoir d'autres choses à dire, peut-être. Mais en tout cas, c'est un vrai feuilleton, hein, c'est un vrai sketch qui se passe, mais on devrait en voir le bout enfin. Allez, donc ce sera tout pour les projets crypto aujourd'hui, hein, c'est vrai, c'était rapide. Et on va passer aux actualités économiques et crypto plus générales. Donc je vais commencer avec hop, un premier article de cryptost.fr. Donc les crypto-monnaies, donc Stripe s'ouvre au paiement en stablecoin USDC. Donc je rappelle que Stripe, c'est un fournisseur de paiement, surtout pour les entreprises à l'échelle mondiale et qui réunit plusieurs millions d'entreprises. Donc c'est énorme. Donc là, ça y est, Stripe s'ouvre de nouveau aux crypto-monnaies. Et donc les entreprises auront la possibilité dès cet été, hein, c'est marqué ici, eh bien, d'accepter les paiements en crypto-monnaie et en stablecoin USDC surtout. Donc là, on voit bien qu'il y a un nouveau narratif, hein, sur les crypto-monnaies, une nouvelle adoption qui se propose et que on va parler de plus en plus de crypto-monnaies et peut-être de moins en moins de monnaie fiat. Et si je vous dis ça, c'est parce que derrière, vous allez voir, il y a plein de liens, hein, avec les monnaies fiat. On va en parler dans les actualités économiques. Mais c'est vraiment, je pense, nous sommes dans une période où nos monnaies fiat sont en train de se péter la figure, hein, clairement. Rien de moins que ça. Et que si on n'a pas une alternative à ces monnaies fiat, eh bien, on va se retrouver le bec dans l'eau, un peu comme au Japon. Et bien sûr, vous parler du Japon en ce moment, hein, qui est en train de prendre la douche froide sur son yen. Bon, allez, je continue avec cette fois toujours les actualités crypto en général. Donc, coins.fr, un article. Donc, la licorne crypto Consensus attaque la SEC pour protéger Ethereum. Ça date du 26 avril 2024. Voilà, donc là aussi, effectivement, donc je vous rappelle que Consensus, c'est une licorne, une entreprise qui est derrière, notamment enfin, qui est dirigée par un des cofondateurs de Ethereum et donc qui est tout à fait inscrite dans l'industrie crypto. Et donc là, il préfère prévenir que guérir dans un sens, c'est-à-dire qu'il préfère attaquer que défendre, tout simplement parce que Consensus a reçu ce qu'on appelle une Wells Notice de la part de la SEC, là récemment, donc aux États-Unis. Et ce qui se passe quand la SEC envoie une Wells Notice, c'est en général pour annoncer qu'elle va bientôt attaquer l'entreprise. Donc ça veut dire que Consensus, plutôt que d'attendre que la SEC l'attaque, a finalement préféré prendre les devants et attaque, elle, la SEC. Voilà. Et donc, bien sûr, hein, la justification de cette attaque, c'est que la SEC vraiment abuse de son pouvoir, se contredit, et ce qui est tout à fait vrai, puisque sur certains documents, la SEC n'a jamais parlé du fait que l'Ethereum était une security. Elle a même déclaré à travers des cadres en interne, notamment en 2018 ou 2019, que l'Ethereum n'était pas une security, donc n'est pas un titre financier. Et pourtant, la Consensus se faisait normalement attaquer par la SEC si on en suit dans le futur, hein, si on en suit le déroulement de la Wells Notice. Donc c'est la pagaille, hein, clairement, surtout que la SEC a également envoyé une Wells Notice à Uniswap, donc vous savez le célèbre DEX, euh, donc avec le logo de la licorne, hein, qui est également dans le collimateur de la SEC. Donc là en ce moment c'est toute l'industrie crypto, hein, qui en prend plein la poire, hein, de la part de la SEC aux États-Unis. Et donc on va voir si, parce que l'appel de Consensus, c'est également de faire un déclencheur pour toute l'industrie crypto et toutes les entreprises en lien avec l'industrie crypto à attaquer en même temps que Consensus la SEC. Donc là, je ne vous dis pas la pagaille, s'ils arrivent à vraiment lancer la guerre, hein, ça c'est vraiment une déclaration de guerre contre l'organisme américain qui est la SEC, qui est le gendarme boursier en plus américain. Donc là, on rigolerait vraiment le boxon. Bon, je continue avec un autre article, cette fois de Cointelegraph France. En crypto, le Venezuela adoptera le Tether pour contourner les sanctions américaines sur son pétrole. Donc effectivement, là on parle de la compagnie pétrolière publique du Venezuela, donc PDVSA, donc qui va recourir tout simplement à une crypto-monnaie, hein, pour contourner les sanctions américaines. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est que là on est dans une nouvelle ère où avec l'utilisation et l'adoption par les institutionnels, quel qu'ils soient dans le monde,
des crypto-monnaies, des stablecoins surtout, on le voit, entre le USDC avec Stripe et là le USDT pour PDV SA, eh bien, de moins en moins besoin, en fait, c'est ça qui est fou, des monnaies fiat. Alors après, on peut avoir un débat hein, sur le fait que USDC et le USDT sont backés sur le dollar, et donc vont suivre la courbe du dollar, entre guillemets, et donc vont subir bah, les effets de la monnaie fiat. Mais en tout cas, c'est un bon début, c'est un bon signal pour prouver qu'on n'a peut-être plus besoin du dollar et de l'euro. Alors là, je vais m'attirer les foudres des économistes, hein, c'est clair. Mais en tout cas, dans le futur, dans 10, 20, 30 ans, peut-être qu'on aura tout à fait, si on continue dans cette voie de développer tout ce qui est l'aspect de l'industrie crypto, on n'aura peut-être plus besoin effectivement des anciennes monnaies fiat contrôlées uniquement par les gouvernements. Pourquoi pas? Mais après, personnellement, je me méfie des stablecoins parce que, comme je vous l'ai dit, comme ils sont adossés aux monnaies fiat, quelque part, ils reflètent les mêmes problèmes que les monnaies fiat. Donc, un peu dommage. Mais après, il y a d'autres stablecoins, notamment stablecoins adossés à l'or, à l'argent, aux métaux précieux. Il y a des stablecoins adossés à d'autres types d'actifs. Maintenant, même, pourquoi pas le pétrole. Enfin, voilà, donc on peut imaginer toutes sortes de choses pour derrière avoir une monnaie backup par un système blockchain crypto et qui n'est pas adossé à une monnaie fiat, notamment. Voilà, donc là, on voit vraiment quelque chose d'intéressant ce qui se passe là, parce que ça fait quand même deux grosses nouvelles dans ce sens-là en très peu de temps. Allez, je continue cette fois donc là avec... eh ben non, ben, en fait, c'est fini pour les actualités crypto plus générales. Maintenant, je passe aux actualités économiques. Et donc, ben, accrochez-vous, hein, parce que les actualités économiques, elles sont moyen dans le sens où en fait, on voit là que l'iceberg est en train de... La partie immergée, je veux dire, est en train de vraiment de devenir visible. Et là, ça, c'est pas bon signe. Pourquoi? Parce que là, j'ai un article de Les Échos, par exemple, où vous avez donc tout un aspect sur la dette. Vous savez, on a eu tout un pataquès là récemment sur le fait qu'on avait peur que les agences de notation, donc Moody's et Fitch, puissent dégrader la note de la France. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, notamment les dettes donc à échelle mondiale, sont notées par des agences de notation spécialisées, soi-disant, hein, et justement sur l'aspect de la santé financière des pays, et notamment au niveau de leurs dettes. Et donc, plus les notations sont bien, alors, voilà, hein, on va pas, pas compliquer, et mieux un pays est considéré au niveau des investisseurs, au niveau de sa dette, au niveau des octrois de n'importe quoi, des octrois de prêts, etc. Voilà, donc c'est que du bénéfice, hein. Par contre, à l'inverse, plus un pays est soumis à des notations négatives et moins il aura d'avantages dans la sphère économique au niveau des investisseurs, du commerce, enfin, la totale. Et donc là, la France échappe aux foudres de Moody's et Fitch. Donc c'est une bonne nouvelle, hein, effectivement, puisqu'on se pose la question que nous, on ne savait pas si on allait se faire épingler avec les catastrophes que l'on a au niveau du déficit public, au niveau de la dette, hein, comme on a eu les nouvelles dans les dernières semaines. Mais, sauf que là, regardez, j'ai un tweet, hop, que je vais vous montrer de Marc Touati, comme vous pouvez voir ici, qui est économiste hein, et président du cabinet ACD-EFI, auteur de 8 best-sellers, enfin bref, je vous dis pas la totale. Et donc Marc Touati, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il met tout simplement en évidence un tableau que vous pouvez voir ici, et c'est la France qui est le pays de la zone euro où le ratio dette publique PIB a le plus augmenté depuis 2019. Et vous voyez, nous on est là, nous on est en France, on n'a même pas une courbe rouge, on est dans le noir. Nous on est, ça y est, on est blacklisté quoi. Donc on a tout simplement une variation du ratio dette publique PIB qui a pris 12,7 points. Ce qui est une énormité absolue, hein, je vous rassure, bien évidemment. Et regardez, donc on est très loin de l'Allemagne par exemple, qui, on pourrait dire l'Allemagne, on est à peu près égaux, hein, enfin je veux dire, au niveau économique, etc. L'Allemagne est plus forte que nous, mais nous, normalement, nous sommes censés être pas loin. Mais pourtant, on a fait péter le score, vous voyez, depuis 2019, on s'est bien détaché de l'Allemagne sur l'aspect du ratio dette publique PIB. Donc, quand on voit cette courbe-là, comment pouvez-vous, en fait, de la part des agences de notation, garder, je dis même pas de dégrader, je dis juste garder la notation que l'on avait en 2019, par exemple.
même en ces années-là. Bref. Donc ça veut dire quoi? Ça rappelle, et c'est pour ça que moi ça m'a interpellé, justement ça a résonné un petit peu en moi ce que déclare Marc Toretti à travers son propos, hein, ce que lui, qu'effectivement la France a conservé son AA, une belle arnaque. Tout à fait d'accord, puisque ça rappelle énormément la crise des subprimes de 2008. Si vous n'avez pas vu le film The Big Short, je vous invite vraiment à le voir parce qu'il est très intéressant. Il permet de comprendre justement comment c'est possible que personne n'ait vu arriver cette crise. Et c'est justement en lien, et je ne vais pas vous spoiler, hein, je vous rassure, mais c'est justement en lien avec les agences de notation des crédits immobiliers quelque part, hein, vous grossiez la chose, aux États-Unis. Et donc c'est à cause des agences de notation qui n'ont quelque part pas vraiment fait leur travail à ce niveau-là, au niveau des subprimes, que personne n'a vu voir venir le sujet. Voilà. Donc, ça rappelle quand même, on se croirait dans le même schéma au final qu'en 2008, mais là c'est plus inquiétant parce qu'on ne parle pas des subprimes, on parle carrément de la dette des pays, des États. Bon, allez, donc je continue, hein. Ça c'est vraiment pour vous dire l'alerte. Ce que ça veut dire, c'est qu'au final on peut même plus compter sur les agences de notation. Allez, hop. Donc maintenant je passe à l'actualité suivante, donc de zone bourse. Par exemple, le yen japonais s'effondre, atteignant 150 yens, donc pour 1 dollar, la devise américaine progresse. Donc ça, c'est du 24 avril 2024. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais effectivement, le Japon est en très grande difficulté en ce moment et est dans la pire crise du yen depuis 1990. C'est-à-dire que le yen japonais a atteint des records en termes de plus bas historiques depuis 1990, c'est-à-dire 34 ans. Donc là, ce qui se passe, c'est que faut savoir que la politique des banques centrales dans le monde, eh bien, il y a une banque centrale qui a fait l'inverse de toutes les autres, c'est la Banque centrale du Japon. C'est-à-dire que pendant que nous, en Europe, aux États-Unis, même dans certains pays d'Asie, les taux d'intérêt ont explosé et que les banques centrales ont mis des plafonds sur les taux d'intérêt, eh bien, la Banque du Japon a fait l'inverse. Elle a conservé ses taux d'intérêt entre 0 et 0,1%. En clair, elle n'a pas mis de taux d'intérêt sur les crédits. Résultat, eh bien, aujourd'hui, le yen japonais se fait exploser. Donc, on voit vraiment la différence entre les banques centrales qui ont mis en place enfin, élevé les taux d'intérêt, enfin, les taux directeurs, hein, à ce niveau-là, et les banques centrales qui ne l'ont pas fait, notamment celle du Japon. Et résultat, le yen est en train vraiment de dévisser totalement. Et ce qui est inquiétant pour le Japon, enfin pour eux, hein, c'est que ça va très vite. C'est-à-dire que là, depuis 2024, depuis janvier 2024, le yen a perdu 11% environ de sa valeur par rapport au dollar. Et un peu moins, je crois que c'est 8% par rapport à l'euro. Donc ça va très vite, ça continue, hein, chaque jour, le yen perd de sa valeur, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est aussi à cause, quelque part, de la puissance du dollar, de la puissance de l'euro, qui pour l'instant sont artificiellement stabilisés, hein, justement grâce au taux directeur. Voilà. Donc, on voit bien que notre système euh, économique tel qu'il est conçu, fondé sur les dettes, est en train de s'effondrer. Et là, le Japon, à mon sens, et ça c'est mon avis, hein, c'est vraiment le précurseur de ce système et ça un peu l'introduction, hein, à ce qui va se passer après. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en plus, bah, comme vous avez un effondrement du yen japonais, vous commencez à avoir des effets sur la bourse, notamment du Japon. La bourse du Japon, c'est quand même une très grosse bourse à l'échelle mondiale. Et si ça fait comme en Chine, que vous avez donc le renminbi chinois qui, lui, quand il s'est effondré, eh bien, vous avez eu des impacts sur la bourse chinoise. Si on commence à avoir la même chose sur le Japon, il va y avoir des répercussions aussi, là aussi, derrière, sur le reste du monde au niveau des marchés financiers. Donc là, on est vraiment, on a l'impression, dans une boule de neige, hein. C'est-à-dire que la Chine, le Japon, et après, bon, bah, il restera nous derrière. Voilà. Et donc là, j'ai hop, un petit dernier article pour la route, avant de passer aussi aux banques, que bien sûr, il y a les banques américaines là, qui sont en train de tanguer, on en parlera après. Et donc là, j'ai un article de Le Figaro, la fin du cycle d'inflation est bel et bien là, les prix en rayon ont enfin quasiment arrêté de monter en avril, publié le 25 avril 2024. Donc effectivement, l'inflation semble se stabiliser, du moins en France, donc plutôt une bonne nouvelle, hein. Donc je vous donnerai les chiffres définitifs, notamment de l'INSEE, dans une semaine ou deux. On va avoir
les chiffres officiels, mais c'est une bonne chose. Après, est-ce que c'est les vrais chiffres? Ben, on peut se poser la question, parce que quand on voit les agences de notation, notamment comme Moody's et Fitch, comme je vous ai montré avec le graphique de Mark Twaiti, qui sont capables de garder la notation de la France alors que c'est une catastrophe, on peut se poser des questions. Bon. Alors après, je ne vais pas aller plus loin dans ce sens-là, hein, parce que là, je n'ai pas de preuves à vous apporter. Donc, on va rester sur cette bonne nouvelle. C'est une très bonne chose, si c'est le cas. Après, on verra bien évidemment par la suite. Et ensuite, hop, dernière petite information, c'est pas des moindres, hein. Donc là, j'ai un tweet de Radar. Voilà, donc la République First Bank est officiellement donc en banqueroute et a été saisie par les régulateurs. Et donc ça, c'était, vous voyez, c'était au 27 avril, c'était hier. Et entre-temps, la banque a été vendue à Fulton Bank, c'est-à-dire un rival. Et donc, bah, c'est eux qui vont se taper la patate chaude, hein, si je puis dire, avec les déboires de la République First Bank. Donc ça y est, on voit bien que la crise qui avait été stabilisée bancaire aux États-Unis donc l'année dernière, en 2023, est bien en train de ressurgir, hein. Et on va voir bien évidemment si cette première faillite bancaire aux États-Unis est le précurseur d'autres faillites ou si c'est juste là un petit épisode malheureux, hein, d'une des banques ou avec un problème de gestion et tout. Malheureusement, vous connaissez déjà mon avis, je vous l'ai dit des milliers de fois, je pense que c'est un problème de fond bien plus grave et qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Bon, après, on verra. Donc, ce sera tout, hein, les amis. Vous savez tout pour, je pense, hein, pour la semaine au niveau actualité crypto-économique sur les points plutôt importants. C'est pour ça que je rappelle, bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement. Tout ce que je dis, c'est informatif, hein, uniquement. Et vous devez faire vos propres recherches, bien évidemment, hein, sur tous les projets, quels qu'ils soient, soit crypto, même sur tous les niveaux, hein, tant qu'à faire. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on en revient au sujet de si le système s'effondre, que ce soit au niveau des banques, on voit quand même que là, avec les banques américaines, c'est possible, hein. Je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis bien que c'est possible, puisque ça arrive sur certaines banques. On voit bien que les monnaies fiat, là aussi, c'est possible qu'elles s'effondrent, parce que ce qui se passe au Japon actuellement, hein, qui se font massacrer par rapport au dollar et même par rapport à l'euro. Et comme nous sommes dans une période quasiment de récession, avec des économies européennes notamment qui sont quasiment à l'arrêt quand on voit l'évolution, la croissance, et en plus derrière avec des dettes colossales, on l'a vu avec le graphique de Mark Twaiti, on peut vraiment se poser des questions sur l'avenir économique, même de l'Europe et surtout de l'euro. Et donc si ça arrive au yen japonais, on n'est pas nous à l'abri de voir le même effet de la chute de l'euro par rapport au dollar. Bon. Voilà, donc c'est pour ça qu'avec ce contexte-là, on voit bien qu'il est intéressant, même je pense qu'il est primordial de s'intéresser à des valeurs refuges euh, hors du système bancaire. Je ne dis pas de sortir tous vos œufs du système bancaire, loin de là, hein, mais en tout cas de diversifier vos placements, votre panier de capitaux, de façon à avoir vraiment plusieurs paniers et que si on a quelques-uns qui disparaissent, eh bien au moins vous n'avez pas tout perdu. Voilà, c'est le principe de la diversification. Donc, je rappelle, hein, les paniers, c'est l'or, l'argent, qui sont des valeurs refuges par excellence. Et depuis la nuit des temps, le Bitcoin, ça reste à prouver, bien évidemment, sur le long terme, parce que le Bitcoin, comme je vous l'ai déjà dit, n'a jamais vécu de véritable crise économique, mais en tout cas prend de plus en plus de place dans le système de valeurs refuges, puisqu'il a le même fonctionnement, le même comportement que l'or physique, et même peut-être plus rapide. Et surtout, on voit que dans les crises localisées dans certains pays comme l'Argentine, Venezuela ou d'autres pays, hein, notamment Nigeria, Liban et tout, on voit que le Bitcoin, les citoyens se jettent dessus, hein, pour justement essayer de contrer l'inflation, l'hyperinflation même, hein. C'est même plus de l'inflation, c'est de l'hyperinflation. Voilà. Et bien évidemment, derrière, vous avez d'autres choses, hein. Après, les actions boursières, mais vous avez compris que les actions, si on a un crash boursier, peut-être pas non plus le meilleur moment d'y aller. L'immobilier, pourquoi pas, si vous avez du cash, parce que si vous n'avez pas de cash, ben, les crédits sont très chers aujourd'hui à cause de la hausse des taux directeurs. Ben voilà, donc après, c'est à vous de faire votre propre stratégie, de vous faire vos propres recherches, mais en tout cas, il y a pas mal de pistes pour diversifier ces capitaux.
Voilà, ce sera tout, les amis, pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses hein, dans cette vidéo avec cette actualité crypto. N'hésitez pas à mettre un like également si vous avez aimé la vidéo, à mettre des commentaires hein, s'il y a des choses qui vous conviennent ou qui ne vous conviennent pas ou qu'il y a des choses où vous avez plus d'informations sur certains sujets que moi. N'hésitez pas à y aller, on est là pour partager. Et puis sinon, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner également hein, parce que la chaîne grossit là petit à petit, c'est sympa. Je vous remercie du fond du cœur d'ailleurs pour votre soutien, pour ouais, les abonnés, etc. C'est cool, ça aide à continuer. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. La bise, ciao.